première partie de notre présentation, architecture orientée service. Dans cette partie, nous allons définir ce que c'est qu'une architecture orientée service. Quels sont ses principes conceptuels? Quels sont ses principes de fonctionnement? Quels sont ses avantages? Et comment rendre une architecture orientée service mobile? Par définition d'une architecture orientée service, c'est une architecture de logiciel qui respecte un certain nombre de principes conceptuels dans le but d'obtenir un système information des services basiques qui communiquent entre eux. Ayant défini ce que c'est qu'une architecture orientée service, à présent, quels sont les principes de conception d'une telle architecture? Eh bien, on note que pour concevoir une architecture orientée service, il faut respecter un certain nombre de principes qui sont l'encapsulation des services. Ici, on note qu'il n'y a pas d'accès direct aux données et aux méthodes implémentées dans un service. Un autre principe, il faut un faible couplage des services. Ici, on note que chaque service doit fonctionner indépendamment des autres services. Un autre principe, c'est le contrat de service. On note que chaque service doit disposer d'une interface d'accès à travers laquelle ce service sera accessible. On a la réutilisation des services qui entre en droite collaboration avec le deuxième principe, faible couplage de services. Étant donné que les services fonctionnent indépendamment des autres, ceci permet en sorte que chaque service puisse être utilisé, réutilisé, justement indépendamment des autres. La composition des services. Ici, on doit noter qu'un service peut encapsuler un ensemble d'autres services et fonctionner comme un seul. La découverte des services. Ici, on note que chaque service doit disposer d'une description externe. Et enfin, l'autonomie des services, qui rejoint également le faible couplage des services. À présent, nous passons au principe de fonctionnement d'une architecture orientée service. Ce principe s'articule autour de trois acteurs, qui sont le demandeur de service, qui est un client à l'achat d'un service pour son problème, le fournisseur de services qui développe un certain nombre de services et l'annuaire de services ici là qui abrite les applications développées par le fournisseur. On note qu'une architecture orientée service présente plusieurs avantages. Nous énumérons la réduction du coût de production. Étant donné que le coût de production d'un logiciel est mesuré en termes de temps de production de ce logiciel et en termes de budget financier octroyé pour le développement de ce logiciel. Ici, la réduction du coût concerne justement le temps de production, puisque le logiciel n'est plus entièrement développé, mais qu'il est possible d'utiliser des fonctionnalités déjà opérationnelles, mais qu'on aimerait intégrer au logiciel. Cela, justement, va réduire le temps de production de ce logiciel. Un autre avantage, c'est la réutilisation des composants. Puisque les services fonctionnent indépendamment des autres, justement, c'est possible de prendre un service déjà opérationnel pour l'intégrer à notre logiciel. Un autre avantage, c'est la possibilité d'évolution du logiciel. Un logiciel développé sur la base d'une architecture orientée service, il est possible de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités en utilisant justement d'autres composants. Et cela va justement entraîner une évolution de ce logiciel. La composabilité. Ici, on note juste qu'un logiciel est vu comme une collection de services, donc est composé de plusieurs services. Et une grande tolérance aux pannes ainsi qu'une maintenance facile. Étant donné que les logiciels fonctionnent indépendamment, si
une panne survient dans un service, la correction de cette panne va justement concerner uniquement le service et cela permettra donc une maintenance plus facile de notre logiciel. À présent, comment intégrer la mobilité avec la SOA? Ici, on note qu'il est possible de rendre une architecture orientée service mobile. Déjà, la mobilité nous présente un grand avantage dans la mesure où un appareil mobile peut s'utiliser en tout temps et en tout lieu, une fois que le besoin y est. Et aussi, les interactions entre les appareils mobiles se font de manière asynchrone. C'est un grand avantage. Maintenant, quels sont les éléments qui rentrent en jeu pour qu'une SOA devienne mobile? Eh bien, nous notons 3 principaux éléments. Nous avons les App Store, les applications et les API. Une application ici, c'est ce programme-là qui nous permet de réaliser un certain nombre de services. Et donc, l'App Store est vu comme un magasin qui contient une panoplie d'applications. Et l'API, quant à elle, n'est rien d'autre qu'un service qui est prêt à interagir avec une autre application. Et donc, voilà les 3 principaux éléments à mettre en jeu pour rendre une architecture orientée service mobile. Nous passons à présent à la deuxième partie de notre présentation intitulée Web Service. Dans cette partie, nous allons parler dans un premier temps de la définition et après nous parlerons d'une architecture et le fonctionnement du Web Service et ensuite nous parlerons des technologies qui lui sont associées. Qu'est-ce qu'un Web Service? Un Web Service n'est rien d'autre qu'un service tout d'abord, mais qui respecte les principes énoncés dans l'architecture orientée service. Donc c'est un service qui implémente une architecture orientée service et qui a pour but de communiquer avec des systèmes tiers. Ceci en utilisant le réseau Internet, indépendamment des plateformes sur lesquelles fonctionnent ces systèmes et des langages de programmation utilisés. Alors, concernant l'architecture et le fonctionnement du web service, l'architecture ici tourne autour de 4 éléments. Le premier élément ici, c'est le fournisseur qui développe un certain nombre de services. Le client ici est le deuxième élément qui est à la recherche d'un service pour son besoin. Et l'UDDI ici là est un serveur qui abrite les applications développées par le fournisseur. Le dernier élément ici, c'est l'Internet qui met en réseau les 3 éléments précités. Donc à présent, nous passons au fonctionnement du web service. Le fournisseur qui développe un certain nombre de services publie ces services développés dans l'UDDI à travers le fichier WSDL. Le client qui est à la recherche du service découvre le service dans l'UDDI. Après avoir découvert le service dans l'UDDI, le client entre en contrat, établit un contrat avec le fournisseur de services et par la suite envoie une requête en utilisant le fichier WSDL au fournisseur de services et par la suite le fournisseur de services lui répond. Et cela lui permet donc d'entrer en possession du service dont il a besoin. Maintenant, nous allons voir les technologies associées au web service. Nous notons que pour qu'un web service puisse pouvoir interagir avec un système tiers, il faut utiliser un certain nombre de technologies, à l'instar du REST, du SWAP, XML, WSDL, UDDI. Chacun de ces thèmes est spécifié à la suite. La technologie REST
Elle a été développée par Rolf Finding dans sa thèse de doctorat en l'an 2000. Elle permet d'accéder à un service web et les échanges de données dans cette technologie se font en utilisant le protocole HTTP. Et pour l'envoi d'une requête, c'est-à-dire pour qu'un programme client puisse envoyer sa requête au programme fournisseur, il utilise l'URL du service et utilise en même temps des méthodes HTTP telles que GET, POST, PUT, DELETE. On note que dans cette technologie, il n'y a pas de couplage entre le serveur et ses clients. C'est-à-dire une modification du côté serveur n'entraîne pas une mise à jour du côté client. La technologie SWAP, tout comme le REST, permet également d'accéder à un service web. Elle a été définie par Microsoft. Ici, les échanges de données se font également en utilisant le protocole HTTP. Et on note que pour qu'un programme client envoie sa requête au programme fournisseur, il utilise dans la technologie SWAP le fichier WSDL. Et on note que dans la technologie SWAP, il y a un fort couplage entre le serveur et ses clients, c'est-à-dire une modification du côté du serveur va automatiquement entraîner une mise à jour chez le client. Toujours dans les technologies associées au web service, on a XML qui est un langage de description des données qui décrit les données de type test, image, nom, etc. C'est un langage sécurisé. Ensuite, nous avons également JSON qui est aussi un langage de description comme XML qui décrit les données de type test et nom exclusivement. C'est un langage moins sécurisé. Enfin, nous avons une autre technologie, le WSDL. Le WSDL, c'est un fichier, comme nous l'avons vu lors du fonctionnement du web service, c'est un fichier publié par le fournisseur. Dans ce fichier, le fournisseur donne la description abstraite et concrète de son service. La description abstraite ici concerne les différentes fonctionnalités que son service offre. Et la description concrète, quant à elle, porte sur des données claires telles que l'URL du service ou le protocole de transfert de données utilisé par le service. À présent, nous avons là un exemple de fichier de WSDL. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de recenser justement les différentes informations à rentrer dans ce fichier. Nous avons les types de données, les types de messages. Ici, il est question que le fournisseur renseigne sur le type de message à envoyer au service et sur les types de messages restitués par le service. On a les messages eux-mêmes proprement dit. Il est question que le fournisseur donne une description des données à transmettre au service. Ensuite, on a l'interface. Ici, il est question que le fournisseur donne les différentes opérations utilisées lors du fonctionnement de son service. Ensuite, on a le binding name. Le binding name ici, il est question que le fournisseur renseigne sur le protocole de transfert des données utilisées par son service. Et enfin, on a le encoding. Ici, il est question que le fournisseur donne la localisation de son service, généralement en renseignant sur l'URL du service ou en renseignant sur le port type du serveur dans lequel le service est logé. À présent, nous passons au reste et fonctionnement simplifié.
Alors, concernant le reste et fonctionnement simplifié du web service, nous notons là une légère différence avec le mode de fonctionnement que nous avons décrit un peu plus haut. La différence que nous pouvons noter ici, c'est que le fournisseur de services qui déploie un certain nombre de services utilise à la place de WSDL que nous avons vu un peu plus haut, il publie une description de ces services dans l'UEDI. Le client qui est à la recherche des services pour son besoin utilise à ce niveau l'URL du service dont il a besoin pour envoyer sa requête au fournisseur de services et obtient par la suite la réponse. Dans cette troisième partie, nous allons faire un cas pratique d'utilisation d'un service web. Eh bien, nous sommes utilisateurs du programme Shell et nous avons besoin de transcrire un audio en texte. Mais le programme Shell de notre machine ne dispose pas de cette fonctionnalité. Nous allons rechercher un service qui dispose de cette fonctionnalité. En faisant la recherche, on a trouvé l'application Watson. L'application Watson est une application qui fait dans l'intelligence artificielle. Et il dispose justement d'un service nommé Speech to Text qui nous permet de transcrire un audio en texte. En consultant la documentation, on a pu avoir une API key. Ici, l'API qui va nous servir justement de contrat entre le programme Shell, notre programme Shell et le fournisseur du service Speech to Text qui est Watson. Et toujours dans la documentation, le fournisseur a justement publié l'URL du service Speech to Text. Nous avons également pris l'URL de ce service. Ici, on note que le service Speech to Text est développé sur la base de la technologie REST. Et donc, ayant l'URL du service et ayant notre API qui nous sert de contrat entre notre programme Shell et le fournisseur, on peut donc justement avoir accès au service. Dans ce cas, nous allons justement envoyer une requête contenant l'audio que nous voulons transcrire en texte. Et le fournisseur, au travers du service Speech to Text, va nous renvoyer cette transcription, la transcription textuelle de notre audio. À présent, nous allons essayer d'analyser ensemble la requête que nous allons envoyer depuis notre programme Shell. On voit un premier mot, cœur. C'est un outil qui permet d'accéder à un serveur. Ici, on a noté, on a dit que le service Speech to Text est logé dans un serveur web. Justement, on utilise la méthode HTTP POST qui permet justement d'envoyer des données à un service. Et on renseigne par la suite notre API qui va nous servir justement d'identifiant encore de contrat, ce qui nous permettra justement d'utiliser le service Speech to Text. On donne le type de notre audio envoyé, on donne le chemin de l'emplacement de l'audio dans notre machine. Comme on a dit bien avant, un service web doit pouvoir interagir avec un système, ceci indépendamment des plateformes et indépendamment de langage de programmation utilisé pour développer notre application. Donc là, nous avons justement indiqué le chemin de notre audio dans la machine pour que le service Speech to Text puisse avoir accès à notre audio. Et à la fin, dans la requête, on indique l'URL du service. À présent, nous passons à la démonstration. Nous allons ouvrir notre programme Shell et y insérer notre requête. Et là, on a la réponse à notre requête. Donc, cet audio que nous allons suivre, qui a été envoyé dans la requête. Thank you for following the presentation of Hermine in Amadou. Cet audio que nous venons de suivre, justement, a été transcrit en texte.
telle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet exposé? Nous disons que dans une première partie, nous avons parlé d'une architecture orientée service qui présente beaucoup d'intérêt dans le développement du logiciel. L'exemple de cela, nous avons vu à la deuxième partie au niveau de l'implémentation, le mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement simplifié du web service et le reste. Et dans la troisième partie, nous avons vu donc la démonstration directe où ici le client c'est nous et le programme Shell. Et donc Watson ici qui est un fournisseur de services qui a développé un certain nombre de services et a donc publié par une description dans l'UDDI. Nous sommes ouverts à vos questions et suggestions. Merci.